INA Podcast. Faut-il légaliser le cannabis ? En France, si le sujet reste toujours aussi clivant, le débat lui revient inlassablement. Au gré des assouplissements chez nos voisins européens, typiquement, l'Allemagne et le Luxembourg ont sauté le pas récemment, ou lorsque l'on constate avec effroi la montée en puissance extrêmement violente et diffuse du trafic de stupéfiants. Oui, la France est le premier consommateur, l'un des premiers consommateurs européens de cannabis. Pour autant, est-il souhaitable de lever les interdictions ? Tout ça, on en parle avec Diana Villegas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université Panthéon-Assas. Et vous, Marie-Geoffrey Roustide, bonjour. Bonjour. Sociologue et chercheuse à l'INSERM, membre du comité scientifique de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie. Je le disais à l'instant, la France est le premier consommateur, l'un des premiers consommateurs européens de cannabis. Et pourtant, l'un des pays les plus répressifs, c'est un paradoxe, non ? Oui, alors vous avez raison, la France se situe à un niveau très élevé pour la consommation de cannabis, même si on voit depuis quelques années une diminution chez les plus jeunes, en particulier donc chez les adolescents, chez les collégiens. Mais au niveau de la population générale, et en particulier des adultes, la France est toujours un des pays les plus gros consommateurs de cannabis. Et vous avez raison, il y a un paradoxe parce que, par exemple, des pays beaucoup plus libéraux, comme le Portugal, qui ont choisi de décriminaliser l'usage de toutes les drogues, ont des niveaux d'expérimentation et de consommation actuelle de cannabis jusqu'à 4 fois moins élevés que la France. Ouais, et on va développer tout ça avec vous deux. Mais d'abord, on commence, comme chaque semaine, par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again is a no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Et pour un rien, maintenant, vous achetez un petit peu de drogue. Que ce soit du hashish, que ce soit une herbe quelconque. Comment sont les jeunes que vous arrêtez, qui sont drogués ? Dans les vapes, comme on peut... Je peux employer ce terme, dans les vapes. Ils sont bien, ils sont euphoriques, ils vous répondent gentiment, ils sont bien et... Puis tout d'un coup, ils pensent plus qu'une chose, c'est à dormir, c'est à se reposer. Ils bafouillent, ils bégayent, c'est l'abattement. Fin des années 60, le hashish fait son entrée dans le débat public. Popularisé chez les jeunes avec la diffusion du mouvement hippie, le phénomène inquiète les autorités. À l'époque, la consommation de drogue, et pas que le cannabis, explose. Les overdoses à l'héroïne se multiplient. En réponse, le législateur hausse le ton. Dès 1970, la loi pénalise les consommateurs, quelle que soit la drogue. Ils sont désormais des délinquants qui s'exposent à de la prison ferme. Un cadre législatif qui va vite faire débat en France. Écoutez le docteur Claude Olivenstein, psychologue en toxicomanie. On est en 77. On peut discuter pendant des heures du danger ou du non-danger du hashish, mais en tous les cas, il n'y a aucune raison de mettre les enfants qui en usent en prison. Et on trouve trop souvent, notamment dans certaines petites villes de province, des garçons et des filles qui vont en prison pour l'usage. Je veux dire la chose suivante, je ne suis pas pour la légalisation du hashish, mais en tous les cas, il me semble que nous devrions aller vers la fin des poursuites judiciaires concernant les usagers de ce produit-là. Ce qui est sûr, c'est que la loi ne stoppe pas la consommation. En 1980, même si le sujet reste extrêmement tabou, certaines langues se délient. Interview du tout jeune Yannick Noah. Écoutez. Je veux dire, il m'est arrivé... comme tout le monde en 80 et comme tous les jeunes en 80 en France, seulement la différence c'est qu'en France on ferme encore les yeux. Tout le monde sait que dans les lycées, tous les gosses, tous les enfants, on leur propose de quoi fumer et il ne faut pas nier l'évidence, il y a très peu de jeunes qui n'ont pas essayé. S'il est hors de question à l'époque d'envisager une quelconque tolérance, 10 ans plus tard, la question est de moins en moins taboue. 1990, manifestation à Montpellier pour la dépénalisation du cannabis. Ils sont très peu nombreux, des lycéens, des étudiants surtout, 100 tout au plus. Mais l'objet de leur rassemblement concerne des milliers de Français.
il y aurait en France 1 million de drogués réguliers, 3 à 4 millions avec les occasionnels. Ce qu'ils demandent, c'est la légalisation de sa consommation, comme en Hollande. Ce qu'ils veulent, c'est qu'un vrai débat s'ouvre sur la place publique sur la dépénalisation des drogues douces. On a fait cette manifestation parce qu'on a envie d'ouvrir le débat. On a envie qu'on en parle une bonne fois pour toutes, sans tabou, sans répression. Dépénaliser, impensable côté policier. Interview de l'ancien commissaire et préfet Robert Broussard en 1993. Je suis convaincu que la dépénalisation, c'est le doigt dans l'engrenage. On commencera par dépénaliser, par exemple, le cannabis et on arrivera très rapidement à l'héroïne. Quoi qu'il en soit, dans les banlieues françaises, le trafic se développe à vitesse grand V, sujet du 20h de France 2 en 1996. Incontestablement, c'est l'une des plus belles affaires jamais réalisées par la brigade des stupéfiants. Les enquêteurs ont d'ailleurs exposé leur prise au sein de leur musée. Dans ces cartons, 2 tonnes de cannabis pour une valeur à la revente estimée à 250 millions de francs. Ce n'est pas une saisie record, mais pour les policiers, elle est symbolique, car pour une fois, ils sont allés arrêter les trafiquants au cœur même des cités jusque-là interdites de la Seine-Saint-Denis. Dans les années 2000, le débat se poursuit, notamment au gré des campagnes présidentielles. À gauche, on penche plutôt pour la dépénalisation, tandis qu'à droite, pas question. Et dans la rue, c'est aussi partagé. Ce qui va se passer, c'est que si il y a une dépénalisation, comme vous dites, l'État va toucher donc. Et quelque part, il y aura forcément un marché noir qui se fera ailleurs. Fumer un joint fait beaucoup moins de mal que en fait, l'alcool chaque jour, quoi. Un joint de temps en temps, c'est vrai que bon. Alors qu'est-ce qui vous inquiète dans le fait que ça soit dépénalisé ? Que les gens en abusent. Ça fait bien dormir, donc je vois pas pourquoi s'en priver. Monsieur est un connaisseur ? Oui. Et si on parle beaucoup du cannabis récréatif, il y a également dans le débat public la question du cannabis thérapeutique. Et à ce sujet, une décision de justice historique intervient en 2011. Écoutez. Ce plan de cannabis, Jean-Jacques Simon le bichonne. Le chanvre, pour lui, c'est un médicament. Cette herbe l'aide à supporter les effets secondaires du lourd traitement qu'il prend contre le sida. Début 2011, il est arrêté avec 400 grammes de cannabis dans sa voiture. Il s'explique devant la justice. Cette herbe, c'est sa consommation personnelle, son médicament pour 6 mois. À sa grande surprise, la procureure se montre très compréhensive. La première chose qu'elle a dit, c'est la loi est censée protéger les individus. Dans ce cas précis, elle ne le protège pas. Elle le met même en danger en lui empêchant l'accès à son traitement. Et pour la première fois en France, un tribunal relaxe un usager de cannabis médical. En 2017, faisant suite à sa promesse de campagne, Emmanuel Macron adoucit, lui, la répression faite à l'encontre des consommateurs. Consommer du cannabis, un geste qui ne conduira plus systématiquement au tribunal. Le gouvernement envisage une simple contravention, une idée proposée par le candidat Emmanuel Macron. Je propose de simplifier cette procédure pour qu'il y ait une action immédiate des policiers et la possibilité de donner une amende. C'est plus concret, c'est plus efficace. Jusqu'ici, la loi prévoyait jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende. La contravention est désormais fixée à 200 €. Une dépénalisation partielle donc. De son côté, l'usage du cannabis thérapeutique est toujours en cours d'expérimentation, mais pas définitivement autorisé. Quant au débat sur la légalisation, il revient inlassablement. Alors que plusieurs pays européens franchissent le pas, alors que le trafic se montre de plus en plus présent et surtout violent, faut-il légaliser en France le cannabis ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Diana Villegas, et vous, Marie-Geoffrey Roustide. Déjà, pour commencer, peut-être une réaction au récit qu'on vient d'entendre. Marie-Geoffrey Roustide. Moi, j'ai trouvé très intéressant là ce qu'on vient d'entendre et ce que ça révèle, c'est que la question des drogues et du cannabis est l'objet d'instrumentalisation politique, d'un traitement beaucoup trop axé sur la morale, et on a besoin d'un débat qui soit posé sérieusement, avec des experts qui connaissent le sujet et qui s'appuient sur la science, sur l'expérience également des personnes qui consomment et des dégâts que peut faire la prohibition dans leur vie. Donc en fait là, ce qu'on voit, c'est le poids de la morale, le manque d'information
les mots aussi qui sont utilisés, qui parfois la distinction drogue dure, drogue douce, l'escalade vers l'héroïne, qui sont des choses qui ont été complètement déconstruites par les scientifiques et les cliniciens aujourd'hui. Donc en fait, c'était très intéressant, mais ça montre que le débat a besoin d'être posé dans des termes sérieux, ce que vous allez faire aujourd'hui. Oui, exactement. On est là pour ça et pour démystifier justement tous ces éléments, pour avoir les bonnes informations. Pour ça, je vous propose qu'on essaye un peu de poser les termes du débat et notamment les arguments pour et contre, pour qu'on ait vraiment le spectre de tous les arguments pour nous néophytes. Si vous voulez, je commence avec les arguments pour la légalisation. Vous allez réagir, peut-être compléter ce que je dis. Je commence par le premier argument pour la légalisation. L'interdiction n'est pas efficace. La France est le plus gros consommateur d'Europe, l'un des plus gros consommateurs d'Europe, alors que c'est un des pays les plus répressifs. À ce sujet, écoutez le psychiatre William Lowenstein, président de SOS Addiction. C'était en 2017. Sortons de notre esprit, c'est ça le plus difficile, que l'interdiction protège, puisque ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, nous ne protégeons pas les plus jeunes d'entre nous par la prohibition. Il nous faut changer de stratégie, sûrement en légalisant. Alors, je vais le compléter avec un deuxième argument et je vous fais réagir. Ce deuxième argument, il est aussi médical. Le cannabis est, chez l'adulte, moins dangereux que l'alcool et le tabac. Il est moins mortel et rend moins dépendant. Alors, je le précise, il n'y a pas un consensus clair du corps médical sur ce point. Par contre, ce qui fait consensus, c'est la dangerosité du cannabis sur le cerveau des adolescents. C'est ça, Marie-Geoffrey Roustine? Oui, tout à fait. C'est toujours compliqué de parler de la dangerosité des drogues en général, puisqu'en fait, vous avez la question des jeunes. Et effectivement, le cannabis, mais les autres substances, c'est la même chose, sont particulièrement dangereuses avant que le cerveau soit arrivé à maturation. Donc, quand la légalisation, d'ailleurs, en fait, quand elle se met en place pour les adultes majeurs. Donc ça, c'est vraiment important de le rappeler, et non pas pour les mineurs. Mais chez les adultes aussi, il y a des adultes qui vont être confrontés à des risques en consommant du cannabis. Par exemple, pour des personnes qui peuvent avoir des troubles psychiques, qui peuvent être aggravés par la consommation de cannabis. Mais ce qui est certain, c'est que la prohibition, elle augmente les risques. Parce qu'en fait, quand, par exemple, vous consommez du cannabis dans un cadre légal, vous allez connaître le taux de THC, donc la substance active qui est dans le produit, alors que quand vous consommez du cannabis que vous achetez sur le marché noir, vous ne savez pas quelle est la teneur en THC, vous ne savez pas quels sont les produits de coupe, et donc vous avez accès à des produits qui sont des produits généralement de mauvaise qualité. Donc en fait, la prohibition augmente les risques et par ailleurs, comme le dit William Lowenstein, elle ne protège pas de la consommation puisque vous avez des pays qui ont soit dépénalisé, soit légalisé et qui ont dépénalisé en particulier, donc c'est le cas du Portugal, comme je le disais, qui ont des niveaux de consommation de cannabis qui sont 4 fois inférieurs à la France. Vous avez des pays très répressifs comme la Suède, par exemple, qui a une loi vis-à-vis du cannabis qui est relativement proche de la France et qui, eux, ont aussi des taux de consommation très bas. Donc, en fait, le niveau de consommation du cannabis, ça, les sociologues l'ont montré, dépend aussi de facteurs socioculturels. Et il n'y a pas que la loi qui joue dans le niveau de consommation. Autre argument, la légalisation permettrait d'éradiquer le trafic, un mal bien sûr, on le sait, qui gangrène certaines villes et territoires et qui mobilise d'énormes moyens de police. Là-dessus, Diana Villegas, sur cette capacité d'éradiquer le trafic de stupes en légalisant le cannabis. Oui, en effet, il faut bien regarder dans cet spectre du traitement de la consommation et du trafic des drogues, comment les droits pénals se positionnent parmi toute la perspective morale, santé publique, économique et tous les arguments qui sont avancés. Donc pour le moment, la France se positionne dans un volet de régulation très forte par les droits pénals, soit de la consommation, soit du trafic. Et évidemment, un des arguments qui est avancé à faveur de la légalisation du cannabis, en tout cas, c'est l'éradication du trafic. Donc la question, je pense que va se poser très fortement aujourd'hui, où la France fait face à des structures de plus en plus importantes. Oui, ça, on avait fait un sujet là-dessus d'ailleurs avec vous. Ça, c'est concret, c'est factuel. Le trafic augmente en France. Donc, un des arguments qu'on avance par rapport à la légalisation, c'est que ça va retirer ou que ça va
éradiquer le trafic. Alors, il faut savoir que les trafics des drogues comportent toute une panoplie de drogues et les cannabis en fait partie. Donc, l'enlever de cette offre des drogues illicites ne va pas éradiquer, percer les trafics. Il peut éventuellement enlever un des éléments ou une des substances sur lesquelles les commerces des drogues se fondent. Peut-être en permettant un contrôle de ce type de drogues, en permettant aux enquêteurs et aux organismes de police et aux magistrats de se concentrer sur un autre type de trafic. Mais évidemment, il faut se poser la bonne question de pourquoi on veut avancer vers un débat de légalisation ou rester dans la prohibition et dans les contrôles du cannabis. Donc, penser que ça va éradiquer totalement les trafics de drogues, c'est une chimère. Ça serait très ambitieux. D'accord. Autre argument, parmi les arguments pour la légalisation, rapporterait de l'argent dans les caisses de l'État, entre 1 et 2 milliards d'euros par an en fonction de la taxe, un argent qui pourrait servir à faire de la prévention, soigner, réguler le marché. Là-dessus, Marie-Geoffrey Rostine? Alors c'est vrai, puisque c'est ce qui se passe au Québec par exemple. Alors je mobilise souvent l'exemple du Québec parce que quand on parle de légalisation, il faut vraiment déconstruire ce terme et le clarifier, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modèles de légalisation. Vous avez le modèle états-unien, qui globalement est un modèle très concurrentiel et qui lui est accompagné de problématiques sanitaires importantes et qui n'est pas un modèle intéressant du point de vue de la santé publique. D'accord. 24 États, je crois, aux États-Unis ont légalisé le cannabis. De plus en plus d'États rentrent dans la voie de la légalisation aux États-Unis et avec un objectif qui est un objectif commercial et de faire de l'argent. Oui. Au Canada, il y a une légalisation en 2018 avec des modèles différenciés selon les provinces. Et donc, le Québec a choisi un modèle proche de l'Uruguay, qui est le premier pays à avoir légalisé le cannabis, qui est un modèle très centré sur la santé publique. Et au Québec, la totalité de l'argent lié à la vente de cannabis va en santé publique, en prévention, dans la recherche, dans le traitement des personnes qui ont besoin d'arrêter le cannabis. Et donc, en fait, là, les résultats sont très intéressants parce que au Québec, on a une amélioration considérable grâce à ce réinvestissement de l'argent dans l'information que les Québécois ont sur les risques liés à la consommation de cannabis. Donc, les études ont montré, en fait, qu'on avait multiplié par 3 l'amélioration des connaissances sur les risques liés à la consommation de cannabis grâce à cet investissement dans des campagnes de prévention. Et on a également un âge à la première consommation de cannabis au Québec qui a été retardé de 2 ans. Auparavant, la première consommation de cannabis avant la légalisation se faisait à 18 ans. Elle se fait à 20 ans maintenant et on sait que retarder l'âge à la première consommation, ça permet de limiter les risques. Donc en fait, au Québec, il y a eu effectivement tous ces bénéfices liés à la vente qui ont été réinvestis dans la santé publique et c'est intéressant. Par contre, il ne faut pas penser, et le Canada en fait l'expérience aujourd'hui, qu'il va y avoir une manne financière liée au cannabis. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont lancées dans la production de cannabis et qui ont fait faillite et qui n'ont pas eu les bénéfices espérés. Mais en tout cas, en termes de santé publique, quand le modèle est très centré sur un modèle de contrôle par l'État, on a des résultats intéressants. Il y a des arguments contre également. Alors, on l'a dit, le THC contenu dans le cannabis est dangereux pour les ados. Il freine le bon développement de leur cerveau. Donc, un argument de santé publique. Autre argument, c'est un message de laxisme adressé à la jeunesse. Et puis, dernier argument que vous avez un petit peu mise en avant aussi, Diana Villegas, la légalisation ne stoppera pas le trafic. Et alors ça, je rajoute ça dans cet argument. Par ailleurs, un nouveau trafic en remplacera un autre, c'est-à-dire que le trafic de cocaïne et d'héroïne montera en puissance si on légalise. C'est l'avis de beaucoup de policiers. Écoutez l'un d'eux, c'était en 2017. La part du cannabis a tendance à baisser au profit de la cocaïne et de l'héroïne, et principalement de la cocaïne. Donc ça veut dire que demain, quand la proportion se sera inversée, il faudra aussi penser à légaliser la cocaïne. Donc c'est une histoire sans fin qui pour nous n'est vraiment pas la bonne solution.
Diana Villegas, vous qui êtes experte en sciences criminelles, un commentaire sur cet argument avancé depuis très longtemps par les policiers, et pas que par les policiers. J'ai souvenir d'un député UMP, me semble-t-il, qui disait voilà, on commence avec un joint dans la bouche et on termine avec une seringue dans le bras. Ce discours parfois un peu impressionnant de dire voilà, effectivement, si on légalise le cannabis, la jeunesse, grosso modo, va se tourner vers un autre interdit parce que la jeunesse, elle aime bien transgresser et que cet autre interdit, ce sera le rail de cocaïne qui est extrêmement dangereux et nocif, bien sûr, pour la santé. Alors, c'est très difficile à anticiper, mais il faut savoir que dans les panels des drogues, il y a énormément de drogues qui sont proposées par les réseaux des trafiquants. Et ça n'empêche pas aussi la création ou l'arrivée des nouvelles drogues de synthèse qui peuvent apparaître sur les marchés. Donc, effectivement, c'est pour ça que là, sur les moments, on fonctionne par palier, je veux dire, la politique criminelle en matière des drogues, en matière, surtout au niveau international, elle fonctionne par palier. C'est-à-dire, est-ce qu'on va d'un spectre des prohibitions totales jusqu'à une légalisation, et entre ces deux extrêmes, il y a des paliers ou un moment intermédiaire où l'État peut intervenir pour encadrer de façon plus ou moins selon les risques ou selon un positionnement des libertés individuelles et d'autonomisation de la personne. Les États vont pouvoir se positionner en matière de prohibition ou de décriminalisation et légalisation. Et on fonctionne aussi par palier par rapport au type de substances. Donc, en général, on commence par des substances sur lesquelles on peut avoir une maîtrise scientifique, comme les cannabis. Mais aussi, il y a tout un spectre des drogues sur lesquelles ça serait très difficile d'avancer un débat sur la légalisation ou une consommation encadrée. Mais je pense qu'il faut quand même mettre les cartes sur table et pouvoir discuter sereinement sur qu'est-ce qu'on veut comme société, qu'est-ce qu'on veut comme droit pénal, et comment on va encadrer tous ces éléments-là, puisque le fait de ne pas en parler génère encore plus des difficultés en matière de prévention, des prises en charge des consommateurs, mais aussi du contrôle social en matière du trafic. Oui, qu'est-ce qu'on veut comme société ? Je trouve que c'est une question très intéressante, très importante que vous soulevez, et c'est pour ça que on a tendance, sur la question des drogues, souvent à être, on l'a entendu, là, à être dans les paniques morales, à distinguer les drogues dures et les drogues douces, alors que, en fait, toutes les substances peuvent comporter des risques, mais quand elles sont encadrées, ces risques peuvent être également diminués. Il y a des drogues légales, comme l'alcool, le tabac, qui entraînent des risques extrêmement importants. On sait que l'alcool est très impliqué également dans les violences conjugales, dans les féminicides, donc, et c'est une drogue qui est légale. Mais en tout cas, sur le modèle de société qu'on veut avoir, je trouve que la question de la prohibition, de la prohibition à la dépénalisation ou la légalisation, c'est important de poser cette question-là, parce qu'un modèle de prohibition, en fait, il n'est pas protecteur des individus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et il a tendance à augmenter les risques. Et un modèle de légalisation qui serait dominé par la concurrence et par les intérêts privés, il augmente aussi les risques. Donc, en fait, il y a aussi des modèles de déjudiciarisation qui sont tentés aussi dans certains autres pays, qui sont également extrêmement intéressants. Il n'y a pas de société sans drogue, donc je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête. Donc s'il est important, plutôt que d'interdire, de prohiber et de faire de cette question un tabou, de faire comme si ça n'existait pas, en ayant systématiquement un discours sur le retour de l'autorité qui n'est pas protecteur, il faut plutôt apprendre à domestiquer les drogues, les risques associés, et favoriser plutôt des politiques axées sur la prévention, la prise en charge des personnes qui le nécessitent, et également la réduction des risques. Et tout l'argent qui est dépensé dans la répression, les économistes l'ont bien montré, pourrait tout à fait être utilement réinvesti dans la santé publique. On a bien en vue les arguments pour et contre. On a commencé à parler pas mal de ce qui se passe à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Canada. Je le disais aussi en introduction, l'Allemagne et le Luxembourg ont légalisé il y a peu. Alors peut-être que il y a trop peu de temps, mais peut-être qu'on a déjà un bilan de ces légalisations. Alors il y a l'Allemagne, il y a le Luxembourg, il y a Malte, la Suisse et les Pays-Bas sont aussi en train d'expérimenter la légalisation. Donc ce qu'on voit, c'est que on a aujourd'hui en Europe de plus en plus de pays
qui font le constat de l'échec de la prohibition et qui tentent un autre modèle. Mais effectivement, pour le moment, on n'a pas encore de résultats pour l'Europe. Il y a d'ailleurs en Europe, chez nos voisins européens, il y a à la fois de la dépénalisation, on l'avait dit, par exemple le Portugal, il y a de la légalisation, l'Allemagne par exemple. C'est quoi la différence, Diana Villegas, exactement, pour qu'on soit clair, entre dépénalisation et légalisation? Parfois on a tendance à faire l'amalgame entre les deux. Oui, effectivement, il y a plusieurs concepts. Il y a la décriminalisation, c'est lorsqu'on va sortir du cadre pénal, de la compétence du droit pénal, un comportement, un comportement. La dépénalisation, qui est plus une option législative qui consiste à atténuer ou à supprimer une peine et peut-être offrir une sanction alternative qui ne concerne pas le volet pénal, par exemple l'injonction des soins. L'injonction thérapeutique, oui. Et la déjudiciarisation, qui est aussi un autre mécanisme où on va enlever les processus de déjudiciarisation pour trouver d'autres mécanismes des solutions à ces comportements. Mais comme je vous disais, les droits pénals, pour le moment, ils se calquent sur des exigences internationales et sur les conventions internationales qui sont plus dans l'ordre d'un prohibitionnisme et d'un encadrement légal très très fort. On commence petit à petit à se poser la question d'une dépénalisation par petites touches, mais la question de la légalisation, elle est encore, je dirais, à titre expérimental. Et à mon sens, pour revenir à quelques éléments, je pense qu'il y a certains arguments, notamment l'argument financier, l'argument des trouver plus de revenus, sont assez délicats. Si on va dans les chemins ou si on va dans la discussion de la légalisation, il faudra faire attention aux arguments pour ne pas tomber dans des mauvaises raisons qui nous amènent à accepter ou à accueillir certains comportements. Il n'est pas question de mettre en balance la santé publique versus les revenus que pourrait engendrer une légalisation, c'est ça? Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Je suis complètement d'accord avec vous sur ce sujet. C'est-à-dire que les États-Unis qui ont favorisé, alors je parle des États-Unis de manière générale, même s'il y a différents modèles, mais qui ont quand même plutôt favorisé un modèle très concurrentiel basé sur les bénéfices, ont des résultats en santé publique qui sont plus préoccupants que le Québec. En parlant d'expérimentation, on l'a entendu dans le sujet documentaire, il y a le sujet aussi du cannabis thérapeutique. La France est toujours en phase d'expérimentation. Il est toujours pas légal. Qu'est-ce qui bloque, Diana Villegas? Il est toujours pas légal, le cannabis thérapeutique en France? Oui, on a commencé une expérimentation en 2021 avec une sélection de 3000 patients avec des critères très stricts en matière de pathologies qui pouvaient rentrer dans ce type d'expérimentation. Donc, ce qui fait que comme on n'a pas encore des résultats ou des retours concrets, l'expérimentation a été prolongée jusqu'à mars 2026. Donc on va ouvrir éventuellement une légalisation de type thérapeutique, mais comme on n'a pas encore de retours scientifiques pour se placer là-dessus, donc les droits pénals attendent ces retours aussi des résultats. En guise de conclusion, l'une et l'autre, vous pensez qu'on légalisera un jour en France le cannabis ou on en est loin? Diana Villegas? Je pense qu'en tout cas, on prend du retard sur les débats. Et ça c'est assez inquiétant. Je pense qu'il faut ouvrir les débats, un débat serein, en prenant en compte les caractères interdisciplinaires de ce sujet, c'est-à-dire en mettant en place la santé publique et les regards scientifiques, économiques, juridiques, évidemment, et judiciaires. Et évidemment, ce qui est de la question de la société. Donc, comment on peut être réceptionné et accepté par la société. Oui, il faut fonder la politique française en matière de cannabis sur des politiques basées sur l'évidence scientifique et l'expérience des personnes aussi, des différentes personnes concernées. Donc, il faut organiser un débat public avec des experts, avec des personnes concernées par la dépendance, avec des chercheurs, avec des médecins. Et il faut regarder aussi ce qui se fait à l'étranger et regarder les évaluations et choisir des modèles qui soient bénéfiques pour les individus et pour la société. Faut-il légaliser le cannabis? Le sujet reviendra-t-il sur le tapis lors de la prochaine campagne présidentielle? On a en tout cas les cartes en main, nous, pour y voir plus clair, grâce à vous, Diana Villegas, maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université Panthéon-Assas, et vous, Marie-Geoffrey Roustide, sociologue et chercheuse à l'INSERM, membre du comité scientifique de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie. C'était Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous.
Et moi je vous dis salut et à la semaine prochaine.